Bonsoir à tous, ravi de vous accompagner une nouvelle fois cette année pour ce moment qui, je sais, est pour vous très, très particulier. C'est la fête d'un métier que beaucoup d'entre vous incarnent et qui est un métier qui fait avancer la société. On en a bien besoin. Pour ceux qui étaient là l'an dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez l'atmosphère sépulcrale qui régnait dans Paris. Je crois que c'est un des derniers événements que l'on avait pu faire en présence physique, juste avant d'être reconfiné. Bref, cette année, la fête, qui avait déjà été très intense l'an dernier, va pouvoir battre son plein. Il y aura même un cocktail juste après. C'est dire si on a changé d'époque, mais pour le coup, le travail que vous faites, lui, est intemporel en quelque sorte. On va le voir dans un instant avec les prix qui vont être remis à quelques-uns des plus beaux projets de cette année. Je sais que vous trépignez d'impatience, mais je sais que vous trépignez d'abord d'impatience de l'accueillir sur scène. C'est évidemment le maître de ces lieux, le sémillant président de Syntec Ingénierie. Je vous demande de réserver une ovation à Pierre Verza. Comment ça va, Pierre? Eh ben, vous m'avez pas raté. Hein. Bien sûr que non. Bonsoir, c'est Lilian. C'est mignon. Comme l'ingénierie. Je le dis d'autant mieux que je crois que vous avez une petite crève. Donc si vous toussez Ouais. sur scène, voilà. d'abord je demanderai une prime de risque naturellement, ça tombe sous le sens. Et puis les gens comprendront qu'il ne peut pas s'agir pour le coup du Covid, puisque vous l'avez vu, le pass sanitaire est là et on va respecter comme il se doit les distances de sécurité. Il faut que je sois dans la lumière quand même. Exactement, ça tue les microbes. Donc voilà, je vous laisse ouvrir le bal, Pierre. Eh ben, oui, vous le disiez, l'année dernière c'était un peu sépulcral, même ici, puisqu'en fait on avait dû au dernier moment annuler les stands et ne pas accueillir de jeunes. Donc le carreau du temple était un petit peu désert. Et on s'était quand même accroché pour maintenir la remise des prix et pour maintenir cette cérémonie. Parce que par essence, l'ingénierie, c'est faire rencontrer des cerveaux et les faire travailler ensemble. Et ça se fait difficilement, chacun dans sa petite boîte. Et c'est le principe du Meet-Ingé, c'est en fait d'avoir en même temps du recrutement, d'avoir des jeunes, d'avoir des pros, d'avoir des prix, et d'avoir aussi des tables rondes, on le verra, et de tout mélanger dans cet événement mixte qui est un petit peu unique. Et c'est ça qui fait la différence, je dirais, de la profession. Et en fait, le Meet-Ingé est un enfant du siècle. Ça fait 20 ans qu'on fait des Meet-Ingé. Et on a donc prévu une vidéo pour rappeler un peu cette histoire des 20 ans du Meet-Ingé. Et on regarde tout de suite cette vidéo sur ce bel anniversaire. L'ingénierie nourrit notre quotidien. Elle l'améliore. L'ingénierie dessine, modélise et construit le monde de demain. L'ingénierie façonne l'environnement dans lequel nous vivons. L'ingénierie nous connecte les uns aux autres. L'ingénierie repense les infrastructures de santé. L'ingénierie réduit les empreintes carbone des bâtiments, des produits. L'ingénierie révolutionne la manière dont nous nous déplaçons. Et c'est pour continuer à avancer que nous avons créé Meet-Ingé. Il y a 20 ans, nous avons imaginé un rendez-vous unique pour que celles et ceux qui font l'avenir, entreprises, jeunes diplômés, jeunes actifs de l'ingénierie, puissent, l'espace d'un instant, se rencontrer, échanger, écouter, découvrir, créer des opportunités, s'allier, débattre. Depuis 20 ans, l'événement n'a cessé de croître. Depuis 20 ans, nous encourageons et nous récompensons celles et ceux qui conçoivent l'avenir. Depuis 20 ans, l'ingénierie a su grandir et fédérer en prenant toujours ses responsabilités face aux enjeux du marché et de la société. Nous luttons contre le changement climatique. Nous nous engageons pour plus d'égalité femmes-hommes dans un secteur encore trop masculin. Nous faisons preuve de résilience et de responsabilité face aux crises. Nous mettons en lumière les professionnels de l'ingénierie et les ouvrages qui prennent vie grâce à leurs compétences technologiques, scientifiques, mais aussi humaines. Après 20 ans d'évolution, Meet-Ingé est devenu l'événement incontournable de l'ingénierie française. L'événement qui représente cette profession dynamique, source d'emploi, créatrice de richesses et de métiers d'avenir pour les collaborateurs de demain. Car nous le savons depuis toujours, l'avenir se conçoit maintenant. Eh bien, bravo! Bravo, Meet-Ingé, bravo pour ces 20 ans. J'ose à peine faire entonner un joyeux anniversaire dans la salle. Pour les 20 ans prochaines. On démarre juste. 20 ans, c'est magnifique. J'en profite pour dire, puisque c'est en filigrane de ce film, que nous aurons une très belle table ronde
deuxième partie de cette soirée sur la féminisation nécessaire, qui est un enjeu au cœur de votre métier. 30% seulement de femmes ingénieurs, ça n'est pas assez. Et ça a été rappelé dans le film. Vous luttez aussi à votre façon pour promouvoir la place des femmes. Tout à fait, on en reparlera tout à l'heure. Évidemment. D'abord, les Grands Prix, et ça, c'est ce qui est très attendu par tout le monde. Ça, c'est attendu, et c'est aussi quelque chose qu'on a mis en place il y a longtemps, un peu moins longtemps que les 20 ans. Ça a dû commencer en 2006. On s'est appuyé sur des ministères et sur des représentants des ministères pour donner une rigueur à nos jurys. Et donc, je remercie le ministère de l'économie et des finances, le ministère de la transition écologique, le ministère de la cohésion des territoires et le ministère des relations avec les collectivités territoriales. Alors nous, on n'a pas changé de nom depuis 20 ans. Eux, de temps en temps, ils changent de nom, mais ça a l'air stable pour l'instant. Et je les remercie parce qu'il fallait apporter cette rigueur avec des représentants de l'État, avec des membres de corps techniques qui sont la quintessence de la rigueur technique qui caractérise la France. Alors ces prix ont comme intérêt pour nous, non pas faire de l'autopromotion et de les distribuer d'une entreprise à l'autre chaque année, mais plutôt de valoriser ce qui fait l'essence de l'ingénierie. Souvent, c'est un peu difficile dans notre métier. D'ailleurs, on le voit bien, les plaquettes de nos entreprises. On voit des ponts, on voit des voitures, on voit des tunnels, on voit des gens avec des casques. Alors qu'en fait, le problème, c'est que notre métier, c'est du jus de cerveau. Et donc, il faut arriver à montrer l'essence qui est la conception et la façon dont l'ingénierie contribue finalement à gérer toutes les grandes transitions. Il y a un film qui sort actuellement sur Gustave Eiffel. Gustave Eiffel, il gère une transition, c'est la construction métallique. Et donc, il fallait soudain beaucoup plus d'intelligence. OK, on a du métal, comment on fait pour faire de la construction avec ça ? Et le principe de l'ingénierie, c'est ça. Et je dirais, ça tombe bien. On a beaucoup de transitions à gérer, que ce soit justement les enjeux de la transition écologique, la résilience au changement climatique, la durabilité de façon générale, la limitation des ressources alors que la population croît. Comment gérer cette équation ? Qui a une solution ? Les ingénieurs le pensent. Et donc tout ça, il fallait le valoriser et c'est pour ça qu'on a créé ces Grands Prix de l'ingénierie. Le Grand Prix national de l'ingénierie. Si vous avez fini, je pense qu'on va pouvoir justement passer à cette remise des prix en appelant deux éminents représentants des ministères dont vous avez parlé, et notamment celui qui a dirigé et présidé ce jury. Je vous laisse regagner votre place parce qu'il va falloir vous reposer. Comme vous avez un rhume, à certains moments, il faut que mais vous reviendrez dans quelques instants. Merci d'applaudir très chaleureusement les deux représentants de ces ministères, Monsieur Daniel Bursault et Serge Catoire, qui vont me rejoindre sur scène. Soyez les bienvenus, messieurs. Daniel Bursault, vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable. C'est vous qui avez présidé le jury. Je vais d'ailleurs vous demander de rejoindre le pupitre. Et Serge Catoire, vous êtes président du comité d'inspection du Conseil général de l'économie. Vous pouvez peut-être d'ailleurs vous placer derrière monsieur Bursault. C'est vous qui ouvrez ces débats. Monsieur Bursault, d'abord pour nous parler de ce cru 2021, parce qu'on l'attend et on va voir de très très beaux projets dans un instant. Le Conseil général de l'environnement et du développement durable, c'est une structure de conseil auprès du ministère de la Transition écologique, qui a notamment en charge la transition écologique et énergétique, mais aussi, et c'est pour ça que nous sommes ici, le suivi des entreprises du secteur des BTP. Le ministère, et en particulier le Conseil, ont donc naturellement vocation à promouvoir l'ingénierie, comme le rappelait notre orateur précédent, notamment parce que l'essentiel de l'activité de ce secteur est clairement très en lien avec ses préoccupations. L'inventivité, l'innovation, l'intégration des composantes du développement durable, dont les économies d'énergie, dont la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dont l'utilisation de matériaux recyclables. Ainsi, et c'est important, on en a beaucoup parlé l'année dernière, la participation aux objectifs du plan de relance. D'où l'idée de ce concours Grand Prix national de l'ingénierie, qui a maintenant une vingtaine d'années, pour donner plus de visibilité à ce secteur, qui est parfois effectivement, comme l'a rappelé aussi l'orateur précédent, qui est parfois un petit peu estompé par les réalisations qu'on voit à la fin, et par notamment les architectes et les constructeurs. Pour cela, le Syntec et le ministère en charge des entreprises étaient évidemment des partenaires naturels. 16 dossiers, tous de très grande qualité, avaient été présentés donc à ce concours. 5 ont accédé au jury, qui était pluridisciplinaire, qui était donc composé avec des représentants de Syntec, bien sûr, des ministères organisateurs, de personnalités qualifiées et aussi, c'est intéressant, de journalistes. Je crois que tous les noms des
participants à ce jury donc, vont apparaître, peut-être, défiler. Ou sinon, et donc, voilà, il y a eu donc un grand consensus, et rapidement les membres du jury ont convergé vers la sélection des entreprises qui avaient remis les projets et qui donc ont fait l'objet de votes à quasi-unanimité pour les prix qui vont maintenant être désignés. Alors, restez devant le pupitre, Monsieur Bursault, puisque nous allons remettre le premier prix, et c'est vous qui allez avoir l'honneur de l'annoncer. Prix magnifique, je dois dire, le prix Construction et Aménagement 2021. Et le lauréat de ce prix Construction et Aménagement 2021 est... Il est remis donc à un groupement SBP, INEX, Bouygues Bâtiment, pour la toiture du centre aquatique de Saint-Denis. Qui servira pour les Jeux Olympiques 2024. Je pense que vous pouvez chaleureusement les applaudir. L'équipe qui représente ce projet va venir se prépositionner. Mais avant ça, peut-être pour ceux qui n'ont pas entendu parler de ce magnifique projet, le film. Le centre aquatique de Saint-Denis est le seul équipement sportif à construire de façon pérenne pour les Jeux de Paris 2024. Le maître d'ouvrage, la métropole du Grand Paris, a souhaité que cet équipement soit entièrement conçu en bois afin de respecter les engagements environnementaux de ces Jeux. 3 entreprises d'ingénierie, SBP, INEX et le pôle scientifique et technique de Bouygues Bâtiment, ont été chargés de concevoir la toiture en bois, ouvrage exceptionnel de par ses dimensions et sa structure. L'enjeu pour la toiture, c'était de faire un ouvrage qui en soi était déjà exceptionnel de 100 mètres par 100 mètres en bois, ce qui est déjà pas courant en soi. Le deuxième enjeu, il est venu du dessin, qui a été voulu par les architectes, donc d'avoir cette toiture courbe en forme de catène, qui est un système structurel qui est habituellement fait pour un matériau qui est l'acier, et là on a décidé de le faire en bois. Donc c'est appliquer des schémas structurels de l'acier à du bois, et c'est ça l'enjeu et l'innovation principale du projet. Les catènes, en fait, c'est des poutres en bois qui font 50 cm par 20 cm de haut, donc c'est des choses qui sont vraiment très petites, et avec ça, on franchit une portée qui va jusqu'à 80 mètres. Donc 80 mètres, c'est un demi-terrain football, et on porte une toiture avec des éléments qui sont vraiment de très très petite taille. La forme courbe est la principale raison de son fonctionnement efficace, puisque en fait, c'est ce qui fait qu'elle résiste en traction. Si on l'avait construit droite, on aurait mis peut-être 5 ou 10 fois plus de matière. C'est un peu comme un pont-voûte à l'envers, en fait. On a besoin de culées et d'appuis bien stables. Les défis de cette toiture sont de ne pas rater les déformations qui pourraient apparaître. Petite modification, un petit effort, un petit effet peut avoir des grandes conséquences en termes de dimensionnement, de calcul. Le déplacement du béton a des effets qui sont démultipliés en toiture du fait de son schéma. La toiture vient pousser sur les façades tirent sur la toiture, donc tout ça a été obligé d'être mis ensemble, là où sur des projets classiques, c'est des études qui sont juxtaposées et avec relativement peu d'interface. Donc le fait de devoir prendre en compte tous ces éléments secondaires dans un projet est complètement innovant. Un des challenges, c'était aussi la maîtrise d'une construction en bois en environnement humide. Le bois n'aime pas trop les grandes variations d'humidité. C'était de faire cohabiter une toiture en bois avec l'atmosphère un peu agressive d'une piscine en termes de teneur en eau. Et donc pour éviter tout un tas de condensation à l'intérieur de cette toiture, il faut placer les bons matériaux aux bons endroits de cette toiture. Donc pour ça, on a utilisé des outils particuliers de modélisation en 2 dimensions, pour qu'on sache ce qu'il faut faire et ne pas faire, les corriger en conception. Ce type de structure, il y en a quelques-unes qui existent dans le monde, mais très peu. Et en tout cas, jamais de la taille du centre aquatique. À cette échelle-là, c'est une première. C'est un projet qui est à l'image des JO de Paris 2024. C'est quelque chose qui est extraordinaire, qu'on voit toutes les 3 décennies, par exemple. Donc c'est quelque chose qui est toujours à la pointe, qui est à la fois sobre, et sur lequel on aime ou on aimerait travailler. Donc c'est vraiment un sentiment qui est très satisfaisant. Voilà, je crois que vous pouvez faire une ovation à ce magnifique projet dont certains représentants montent sur scène. Bravo!
Bravo, enfin, c'est vraiment le premier mot qui me vient à la bouche. Et ceux qui découvrent ce toit qui est absolument magnifique, je pense, ont tous ressenti à peu près la même chose. Benjamin Touraine va prolonger cette discussion sur ce projet magnifique. On imagine que, et on l'a senti, qu'il y a une énorme fierté de travailler sur ce qui restera en plus après les Jeux 2024. Alors oui, c'est une fierté, et aussi ce projet, il faut le voir comme un projet de construction, mais aussi comme une aventure, dans le sens où chacun dans l'équipe, donc dans notre rôle respectif et nos spécialités, on a été amené à dépasser un peu ce qu'on sait faire et sortir des sentiers battus dans nos domaines. Alors sur une piscine, sur des ouvrages emblématiques qui font 100 mètres par 100 mètres, on le fait habituellement, mais là on l'a fait avec, je pense, plus d'innovation et plus d'audace. En fait, le fait avec ces catènes courbes, utiliser le bois en tension, c'est plus d'audace que sur des projets habituels. Et pour que ça marche, donc il a fallu qu'on marie différentes compétences, et toutes de pointe, que ce soit en structure béton, en structure bois, en façade, en enveloppe, sur les calculs thermiques. Et c'est pour ça qu'on est 3 bureaux d'études ici pour le prix. Et effectivement, le projet, c'est un projet sur lequel on est très fiers. Alors, ce n'est pas que l'équipe, c'est tous les gens qui construisent le projet. Pour y être régulièrement, toutes les personnes sur le chantier sont très fières. Fier parce que c'est un projet qui restera, qui aura une vie pendant les JO et aussi après les JO pendant l'héritage. C'est un projet qui est vertueux environnementalement, qui a une faible empreinte carbone et aussi en consommation énergétique. Et ça, la toiture, à travers sa finesse et sa forme courbe, y contribue beaucoup. Et aussi, c'est peut-être, alors ça c'est l'avenir qui le dira, peut-être un projet qui fera un peu une marque dans la construction bois. Et donc au final, on est très content de recevoir ce prix qu'on reçoit comme une reconnaissance de la qualité du projet et aussi du travail d'ingénierie. Donc merci au jury pour cela. Et c'est une belle reconnaissance. Comme je vois que vous avez tous pris un micro, alors qu'en principe il n'y a qu'un seul porte-parole, je vais malgré tout vous donner la parole, sinon vous auriez un air un petit peu... Alors, en un mot, si vous deviez définir cette aventure, je crois que le terme d'aventure humaine a été prononcé, ce serait lequel ? Une remise en question sur tout ce qu'on a acquis. D'accord. Donc vous transgressez un certain nombre de règles, vous remettez en question, et ça donne ce projet qui est magnifique. Exactement, tout à fait. Votre mot à vous ? Une grande exigence. Oui, forcément. Là, on imagine que pour ce type de réalisation, il en faut énormément. Le mot de la fin ? Un travail d'équipe pour la convergence des modèles. Et ça, l'équipe, on imagine à quel point c'est important sur ce type de projet. Monsieur Bursault, qu'est-ce qui a présidé au choix de ce projet qui est magnifique, qui est assez évident dans le fond? En 2 mots, oui, la splendeur du projet, bien sûr. Et puis, comme vous l'avez tous dit, le travail d'équipe qui a permis effectivement d'atteindre et de résoudre une complexité à tout point de vue. Des structures qui sont hypersensibles, de faire un toit 100 mètres sur 100 sans appui, c'est assez remarquable. Le fait de rechercher l'économie d'énergie, parce que la concavité permet effectivement d'avoir un peu moins d'air à chauffer, la ventilation, l'hygrométrie, puis effectivement les problèmes d'éviter le maximum la condensation, comme vous l'avez rappelé, pour que le bois ne vieillisse pas trop vite. Donc c'est vraiment la complexité, la réunion de ces complexités qui a justifié ce choix, au-delà du fait même que le projet, effectivement, dans sa forme, est absolument magnifique. Eh bien, il est temps, dans ce cas, de vous voir remettre le diplôme et le prix que vous pourrez précieusement conserver à tour de rôle, évidemment, dans vos bureaux d'études, puisqu'il n'y en a qu'un pour ce soir, et c'est le président du jury, bien sûr, qui vous le remet avant la traditionnelle photo. Je vous en prie, monsieur le président. Il y a un tout petit problème d'ingénierie, effectivement, pour un projet, un outil pourtant assez simple. Pas exactement. Voilà, il manque, mais c'est un problème de transport. Pour le coup, ça n'a strictement rien à voir avec l'ingénierie qui a présidé à ce prix. Il manque une intégrale. Voilà, je vous en prie. Vous pouvez également prendre votre diplôme. Et je vais vous demander de vous avancer encore un peu plus loin dans la lumière pour faire la traditionnelle photo. N'allez pas trop loin, on est au bon endroit. Il est temps de dire cheese. Et c'est dans la boîte. Merci infiniment et bravo à tous les 4. Je vous laisse redescendre par cet escalier. Serge Catoire, vous vous avancez au pupitre puisque c'est vous qui allez avoir l'honneur de remettre
le deuxième de ces 3 grands prix nationaux de l'ingénierie, le prix Industrie et Conseil en technologie. Un petit peu, peut-être, pareil, ça a été relativement simple de trouver le lauréat de ce prix, les lauréats. Ça a déclenché l'unanimité, le lauréat étant un binôme constitué de Ekiom et de EDF Ingenium pour un système hybride anti-incendie. Qui s'appelle Chiaï. Je vous propose de le découvrir tout de suite en images et ensuite l'équipe du projet montera évidemment sur scène. Depuis 2016, Ekiom, ingénierie spécialisée dans l'industrie et le bâtiment, et EDF Ingéom, ingénierie thermique bas carbone, développent ensemble un concept intelligent et innovant de protection incendie, le Chiaï, système hybride intégral anti-incendie. Cette innovation brevetée permet de détecter de façon précoce un incendie et de réaliser une extinction efficace via un seul réseau de tuyauterie. Le Chiaï est un système qui permet de réaliser la détection incendie très précocement et en même temps, c'est-à-dire le même produit peut réaliser ensuite la protection incendie. L'histoire de ce produit est due aux problématiques de terrain liées à des problématiques d'encombrement, d'installation, de maintenance, de coûts. Et tout ça, imbriqué l'un dans l'autre, a fait que ce produit est né. Bonjour monsieur. Quand vous avez un système de détection incendie et un système de protection incendie, ils n'ont rien à voir en commun. Un va faire de la détection et l'autre va faire de la protection. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis au point une pièce qui s'appelle le boîtier or et qui va marier ces 2 domaines-là. Et l'autre innovation, c'est le sélecteur de flux. C'est une pièce aussi qui a été développée donc, en interne chez Ekiom pour pouvoir détecter le feu le plus précocement via une seule tuyauterie. Notre système analyse en permanence, dans le lieu où il est installé, l'air ambiant de la salle. À partir du moment où on va avoir une détection, c'est parce qu'il va y avoir de la fumée qu'on va avoir une détection. Cette fumée va passer au travers de notre sélecteur de flux, qui va laisser passer la fumée, va l'amener via la tuyauterie jusqu'à un analyseur de fumée. Et si on confirme qu'il y a feu, on va basculer sur le système de protection incendie. Et là, pour le coup, c'est le boîtier or qui va prendre le relais. C'est comme si c'était en définitive une vanne 3 voies. Elle va permettre le passage du fluide extincteur. Et là, on va envahir avec le fluide extincteur la tuyauterie. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir l'éteindre à l'endroit où le feu s'est déclaré. Les avantages sont de réunir une même tuyauterie, donc plus de rapidité à l'installation. Moins compliqué à faire fonctionner et à entretenir, et beaucoup plus efficient sur un feu. Sur l'aspect environnemental, on installe moins de matériel, donc c'est aussi un gain à la fabrication. Là, très clairement, ce produit fait gagner du temps et de l'argent, principalement au maître d'ouvrage. Les applications aujourd'hui peuvent être larges avec cette solution. Elles peuvent toucher les nouvelles technologies telles que l'hydrogène et le stockage batterie. Mais aussi des applications plus industrielles, l'embouteillage, les chaînes de fabrication, le stockage, et pourquoi pas aussi le tertiaire dans des bâtiments, les hôpitaux. Donc la solution est protégée et on est à la recherche d'un partenaire industriel pour pouvoir développer un prototype et pourquoi pas le commercialiser à l'issue de ces essais. Et puis après, qu'effectivement, on retrouve des Chiaï un peu de partout. Ça serait bien aussi. Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite de retrouver des Chiaï un peu partout. Merci d'applaudir l'équipe. Une partie de l'équipe qui a réalisé ce projet. Vous n'êtes pas tous là, Philippe Lanoir et Thierry Leguvel. C'est vous qui allez vous exprimer au nom de cette équipe. Projet qui sauve des vies, j'ajoute ça, qui peut sauver des vies, donc il est particulièrement vertueux. Racontez-nous la façon dont vous avez travaillé, peut-être dont vous avez travaillé ensemble, et peut-être, j'imagine, la fierté que vous ressentez ce soir. Oui, merci. Tout à fait, c'est une vraie fierté. Je tiens à féliciter nos co-inventeurs, Joseph, Baptiste et Patrick, ici présents, pour ce travail de longue haleine, hein, puis ça fait 5 ans que ça a démarré. Moi, je voulais revenir sur le nom,
ce Chiaï, Eh oui. il n'est pas facile à prononcer, Oui. c'est un nom un peu compliqué. On l'oublie pas, on a Voilà. l'impression que c'est un art martial ou quelque chose comme ça. mais Exactement. Mais il n'y a que des ingénieurs. on le retient immédiatement. Il y a que des ingénieurs qui sont là pour inventer des noms pareils. On connaît quand même la qualité de nos ingénieurs et techniciens français reconnus mondialement. On sait qu'ils sont très bons, ils maîtrisent les génies. Par contre, ils ne maîtrisent pas forcément le marketing. Ça fera fureur dans Voilà. les pays asiatiques, Là, hein, c'est- peut-être. Hein. Je sais pas. Mais alors, y a-t-il une voilà. signification Mais il y a une signification. Et visiblement, vous êtes judoka ou voilà. J'en ai- Donc, j'en ai s'il y a fait un des peu. judokas dans la salle, je pense que certains auront trouvé. En fait, le Chiaï, c'est un combat. Et c'est un combat dont l'enjeu est de sortir perdant, c'est pas bien, ou vainqueur. Et en fait, le Chiaï est là pour combattre le feu et sort tout le temps vainqueur. Voilà. Donc, je tiens aussi à féliciter les co-inventeurs qui ont été aussi créatifs dans la recherche du nom, ce qui est jamais simple. Bon, après, je ne sais pas si on le commercialise, si on conservera ce nom. En tous les cas, des publicitaires arriveraient à trouver des beaux slogans, parce que et c'est une belle analogie avec le judo. Bon, il est magnifique, du coup. Hein, Vous avez eu un peu de mal à le prononcer quand même. Mais... Chiaï, on y arrive. À la 4e fois, on y arrive à peu près. Thierry Le Guivel, je crois que vous vouliez rajouter un mot. Oui, ce qu'on voulait dire, c'est que nous, en tant qu'industriels, c'est une innovation intéressante parce qu'elle nous apporte un système plus compact, plus facile à maintenir également, et puis avec une réduction de coûts, hein, comme on l'a vu, on diminue le nombre de tuyauteries mises en œuvre, et aussi l'impact environnemental, puisqu'on utilise moins de matière. Donc ça, c'est important. Et surtout, ce que je voulais mettre en valeur, et ça c'est bien illustré par nos collègues, c'est ce travail de collaboration entre une société d'ingénierie et un industriel. Ça, je trouve que c'est vraiment exemplaire sur ce projet. Avec un co-développement, un partenariat qui a conduit, grâce aux complémentarités en fait, des deux entités, à développer une innovation qui répond à un besoin d'un utilisateur. Et c'est quand même bien ça l'objet d'une innovation. Donc bravo à vous pour ça. Félicitations, effectivement. Serge Catoire, vous avez un mot à rajouter. J'imagine que le jury, pareil, a porté immédiatement son attention sur ce beau projet. Volontiers. Alors, je vais rassurer mon invité, il n'y avait pas de judoka dans le jury, donc ce n'est pas ça qui nous a guidés. Par contre, Lubrizol, je pense que tout le monde a entendu parler. Avant Lubrizol, la lutte anti-incendie était déjà une priorité. Après Lubrizol, c'est plus qu'une priorité. Le système hybride intégral anti-incendie permet, en rétrofit des bâtiments, pour un coût maîtrisé, et comme vous l'avez indiqué, ce qui est encore plus important, pour un temps maîtrisé, d'améliorer la sécurité anti-incendie. C'est ce qui explique l'unanimité de jury sur ce sujet. Merci, Monsieur Catoire, pour cette précision utile. Effectivement, l'actualité nous a montré que certains incendies pouvaient être dramatiques. Je ne sais pas si vous allez saluer les lauréats ce soir, mais en tout cas, je vous laisse leur remettre à la fois le prix et le diplôme qu'ils ont bien mérité, sous vos applaudissements, bien sûr. Et messieurs, je vous propose d'avancer un peu. Vous semblez rétifs. Je peux appeler on a Christophe et Raphaël. D'autres personnes de l'équipe peuvent venir pour la photo. Bien venir monter, Raphaël, merci. Pour la Effectivement, photo. le nombre de places, vous l'avez compris, est un peu limité sur cette scène. Mais tous ceux qui ont participé à ce projet peuvent bien entendu monter pour la photo en retirant votre masque. Ça tombe sous le sens. Alors... souriez, je vous en prie. Cheese. Bravo à tous les 5. Je vous laisse regagner votre place. Et bravo évidemment à tous ceux qui ont travaillé sur ce beau projet. On sent que ça fait plaisir à ceux qui viennent de monter sur scène. Vous allez vous disputer ensuite le diplôme. Troisième et dernier prix. C'est M. Bursaud, bien sûr, qui va faire l'annonce du lauréat. Il s'agit cette fois-ci, M. Bursaud, du Grand Prix de cette année 2021. Et pour le Grand Prix, le lauréat... C'est donc le groupe AREP pour la rénovation complète de la gare Saint-Michel-Notre-Dame. Et on voit immédiatement en image cette rénovation. La gare Saint-Michel-Notre-Dame, située sur les berges de la Seine, dans le centre historique de Paris, est la 8e gare française en termes de trafic. Le projet de réaménagement et de modernisation de la gare a été confié à AREP, Agence d'architecture et d'ingénierie pluridisciplinaire. Le risque de crue, les nombreuses contraintes urbaines et patrimoniales, ainsi que la gestion des flux et l'amélioration du confort des voyageurs,
font de ce projet un véritable défi en termes d'ingénierie. La gare de Saint-Michel-Notre-Dame, c'est une gare donc souterraine de la ligne C, au centre de Paris. En termes de fréquentation, c'est une gare qui reçoit plus de monde qu'une gare comme Lyon-Part-Dieu. C'est une gare qui est difficile à rénover parce qu'effectivement, on est dans des volumes souterrains, contraints. Ce n'est pas aisé de modifier. Il y a plusieurs ordres de problématiques. Le premier, c'est effectivement l'accessibilité de cette gare, qui en effet est une gare très ancienne. Elle avait d'autres problématiques qui étaient effectivement la lumière naturelle et son manque de visibilité depuis l'espace public. Cette gare est sous le niveau de la crue centenale de la Seine, donc évidemment, il faut faire en sorte que cette gare soit résiliente par rapport au risque de crue. Cette gare est en plein Paris et elle amène de la pollution sonore au cœur de la ville. Cette gare amène aussi de la pollution des particules fines, puisqu'on est dans des tunnels, à la suite de tunnels, donc il y a des particules de freinage, il y a tout un tas de matériaux qui circulent. Beaucoup de contraintes et avec des contraintes qui s'opposent en fait. Par exemple, quand on veut ouvrir la gare sur l'extérieur, à la fois on amène de la lumière et on peut amener de la ventilation, mais en même temps on peut laisser passer le bruit et on peut laisser passer les crues. Comment faire de toutes ces contraintes une coordination et réussir à faire quelque chose qui fonctionne? Le projet en fait prend dans sa globalité la gare, aussi bien sur les aspects techniques, on va donner des circulations très largement vitrées. L'idée c'était de l'ouvrir à nouveau sur les berges, de l'ouvrir sur la ville et dans les deux sens, c'est-à-dire permettre à la fois aux gens qui sont à l'extérieur de la gare d'apercevoir cette gare qui est quand même assez remarquable et puis aux gens qui sont dans la gare de mieux se sentir en ayant une meilleure vue sur l'extérieur, une meilleure qualité d'air. Il y a 28 arches aujourd'hui sur cette gare. Ce sont des arches monumentales. Certaines seront ouvertes pour traiter la qualité de l'air. On s'est rendu compte que le passage des trains générait beaucoup de vent, des grands mouvements d'air. C'est là qu'est née l'idée pour nous, en tant que cellule de recherche sur la qualité d'air, de se dire si on ouvrait les fenêtres pour apporter le plus possible d'air neuf dedans, et la problématique crue et acoustique voulait fermer au maximum. Donc il a fallu itérer un certain nombre de fois pour trouver la solution qui réponde à l'ensemble des critères. Ce dispositif est constitué d'un châssis en acier, reposant sur un massif béton, dans lequel est intégré un vitrage extrêmement épais, résistant à la pression d'une crue. Et en partie haute, il dispose d'une ouverture calculée et dimensionnée, afin de limiter la propagation acoustique dans l'environnement. C'est de l'argent public qu'on utilise pour faire ce genre de choses et notre mission, c'est justement de veiller à ça et de veiller bien évidemment aussi à l'impact environnemental de tout ce que l'on fait. Ce projet m'a montré que, en se mettant autour d'une table entre ingénieurs et architectes, même dans le cas d'un environnement contraint, nous pouvons trouver une solution. C'est un acte éminemment collectif. C'est vraiment une coordination globale de l'ensemble des spécialités qu'on a réussi à mettre en œuvre. Pour l'équipe d'AREP qui monte sur scène immédiatement, félicitations. Félicitations, et notamment pour ce travail d'équipe, on l'a bien compris, entre ingénieurs et architectes. Robin Dégobert, je le prononce bien, on est tenté de vous attribuer un nom royal à chaque fois pour rénover Notre-Dame-Saint-Michel. Ça semble frapper au coin du bon sens. Quelques mots supplémentaires sur ce projet qui a d'autres vertus, et notamment des vertus sur le chantier qui sont environnementales, c'est-à-dire que ce que vous faites à l'intérieur, vous allez aussi tâcher de l'accompagner tout autour du chantier. Effectivement. Tout d'abord, merci pour la remise de ce prix. Nous sommes très, très contents, très fiers de le recevoir de la part du ministère et de Syntec Ingénierie. Donc, nous tenions tout d'abord à remercier notre client SNCF Gare et Connexion et le financeur Île-de-France Mobilité pour la confiance qu'ils nous ont accordée. Et, en fait, c'est un prix pour AREP qui témoigne de la reconnaissance d'une démarche qui nous est propre. Parce qu'AREP s'est fixé l'objectif de concevoir des solutions post-carbone au service de tous les territoires. Notre intention dans le cadre de ce projet était de proposer une solution, une réponse qui était résiliente, passive, également très concrète, d'une réponse aux enjeux climatiques qui nous concernent tous de notre époque. Donc, la réussite de ce projet tient tout particulièrement au travail collégial d'une vingtaine d'experts, d'ingénieurs, mais également d'architectes et d'architectes du patrimoine qui nous ont accompagnés tout au long de cette démarche. Donc, nous souhaitons également remercier nos collaborateurs, donc,
OTE, VJM, MECA et le CSTB qui nous ont accompagnés. AREP n'était pas seul dans cette entreprise. Ensemble, nous avons réussi à concevoir un objet finalement à la géométrie simple, au demeurant, mais qui satisfait toutes les exigences, comme on vous l'a montré dans le film, et qui jouit surtout d'apports gratuits en énergie, ce qui est quand même un peu la solution qu'on recherche tous aujourd'hui. Michel-Ange, pardon, non, je vous laisse conclure. Je l'attends en support pour la suite. D'accord. Donc, enfin, oui, pour conclure, nous sommes effectivement très fiers d'avoir contribué à remettre en valeur le potentiel d'un lieu patrimonial en plein cœur de Paris. Et un endroit très important de passage. Michel-Ange, vous vouliez peut-être compléter quel prénom extraordinaire, pareil, lorsque l'on est juste à côté de monuments comme Notre-Dame. Vous êtes architecte, pour le coup. Oui, absolument. Je suis architecte, et comme Maria Ludia, d'ailleurs, qui, elle, est architecte-ingénieure. Donc, effectivement, il y a un collectif ou on va dire un écosystème chez AREP avec effectivement pas mal de spécialités et surtout d'expertise. Et du coup, en effet, on a travaillé d'une façon qui est, comme le disait Robin, la nôtre. C'est-à-dire, en effet, on associe beaucoup d'expertise sur le projet. Voilà. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça nous met à l'abri d'une démarche finalement assez silotée en termes de projet. Et pour répondre à la question que vous posiez à Robin au démarrage, effectivement, le projet dans sa partie chantier, envisage effectivement d'autres aspects, notamment en termes de logistique fluviale, puisque la gare a la chance de se trouver sur un des bras de la Seine. Donc une partie du projet, en fait, sera réalisée avec un système de logistique fluviale, en plus effectivement de l'amener des trains, de nos trains-travaux, des trains-travaux de la SNCF. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Daniel Bursault, ce sera d'ailleurs le mot de la fin sur ces Grands Prix nationaux de l'ingénierie. Magnifique projet de rénovation. Bien sûr, là aussi, unanimité du jury. Pour les mêmes raisons, un peu la maîtrise de la complexité par une équipe pluridisciplinaire. Vous avez à peu près tout évoqué, les problèmes de qualité de l'air, les problèmes de bruit, les problèmes de résilience par rapport aux crues du fleuve, les problèmes d'insertion dans le site. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs parce que j'ai eu l'occasion de me promener dans le secteur il n'y a pas si longtemps que ça. Ça mérite effectivement une bonne opération de réhabilitation. Les quais piétons là sont vraiment dans un état absolument déplorable et tout ça va complètement changer l'esthétique. Et puis vous avez une vraie gageure effectivement pour le chantier, vous l'avez évoqué pour l'approvisionnement, mais il y a une deuxième gageure, c'est que j'ai cru comprendre que ce chantier allait se faire avec la gare en fonctionnement et qu'il va falloir effectivement maîtriser les flux pendant toute la phase de chantier et ça va pas être le plus facile. Donc tout ça, effectivement, fait que c'est un projet complexe et dont, à l'évidence, le début, en tout cas, montre qu'il est parfaitement maîtrisé. Donc encore une fois, félicitations. Bravo, je crois qu'on peut très largement vous applaudir. Et Monsieur Bursault, vous allez leur remettre ces prix, le remettre aux 5 représentants sur scène. Je devrais dire d'ailleurs 6 représentants, puisque je crois que quelqu'un s'est invité en plus. Bravo, félicitations. Voilà. Et naturellement, je vais vous demander de vous avancer un tout petit peu dans la lumière. On a également souhaité inviter... faire venir le reste de l'équipe. Hervé Botté, directeur de l'ingénierie chez AREP. Fabienne Couvert, donc architecte, qui est donc signataire du permis de construire de Saint-Michel-Notre-Dame, entre autres, et directrice de l'architecture. Et Raphaël Ménard, qui est donc président d'AREP, qu'on souhaiterait également convié pour cette photo officielle. Merci beaucoup. Que de monde, venez sur scène, vous l'avez largement mérité. Les bravos s'élèvent de la salle. Voilà, même principe. Je vais émettre un petit son qui va vous permettre peut-être d'avoir le rictus qui montrera à quel point vous êtes fiers et heureux. Cheese! Bravo à tous, félicitations à l'équipe d'AREP. Je vous laisse regagner votre place. Merci infiniment à tous les deux, messieurs. Et bravo pour ce jury et tout le travail que vous faites en coulisses. Voilà pour, j'allais dire les adultes, puisque maintenant nous allons passer aux enfants dans un instant. Mais je vais demander d'abord à Pierre Verza de venir conclure ce moment de remise de prix sur scène avant que nous passions
au PIF, au prix de l'ingénierie du futur. Revenez me voir, Pierre Verza, si vous n'êtes pas trop occupé, bien sûr, à discuter avec le président du jury. À remercier Daniel Burceau et Serge Catoire pour le travail qu'ils ont fait de présider ce jury, de le faire avec beaucoup de conviction. Et j'ai trouvé que les arguments étaient très bons. Et c'est vrai que c'est bien ensuite d'arriver à des prix qui sont remis à l'unanimité. Et moi, j'étais frappé par le premier film parce qu'on comprend tout, vous avez tout compris, les contraintes, les machins, la façade qui tire sur... Vous-même, vous avez compris. Vous comprenez pourquoi il faut que ça soit comme ça, parce que si c'était droit, il y aurait plus de bois. Même un imbécile peut comprendre, c'est dire à quel point... Ben c'est ça l'ingénierie, c'est qu'en plus, ils savent expliquer pourquoi c'est compliqué. Alors après, en France, c'est plus difficile d'expliquer pourquoi du coup c'est cher et qu'il faut payer, mais ça, c'est un autre sujet. On fera une autre table ronde sur le sujet. Mais je trouve ces prix exemplaires pour montrer ce que c'est faire l'ingénierie, à quoi sert l'ingénierie dans le monde de demain, que ça soit pour des ouvrages, que ça soit pour des modes de transport, que ça soit pour des installations industrielles. Et j'ai même compris le schéma d'extinction incendie. J'ai appris du japonais en plus. Normal. Et du japonais. C'est brillant, c'est vraiment très malin comme idée. J'espère qu'on en vendra beaucoup. Ça veut dire que vous n'aviez pas fait de judo, pour le coup. Non, voilà, non plus. En plus, ce sont des projets qui mettent du baume au cœur dans cette Tout à période. fait. On se projette vers le futur, on se projette vers les Jeux Olympiques, bien sûr, notamment. Alors j'ai quand même un petit regret, c'est qu'il manque un 4e prix, qui était le prix territoire, et j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Ça commence par territoire. Ça commence par territoire, et ça... Et territoire innovation. Voilà. Alors, et le jury n'a pas pu le remettre parce qu'en fait, il n'y avait pas de candidat de cette taille-là. Le prix territoire et innovation, il s'adressait à des projets de moins grande ambition, plus petits, plus locaux aussi, et qui permettaient aussi justement de dire, voilà, l'ingénierie, c'est pas seulement Notre-Dame, c'est aussi la vie de tous les jours. Et malheureusement, cette année, ou heureusement, je ne sais pas, il n'y avait que des très grands beaux projets. Et donc, il n'y avait pas de prix possible pour territoire et innovation. Et donc, ça serait intéressant que l'année prochaine, on ait plus de candidats dans cette catégorie, qui en plus est plus facile d'accès pour des entreprises plus petites, puisque voilà, on n'est pas obligé de faire des grands projets pour y arriver. Donc j'appelle déjà les candidats de l'année prochaine à préparer leur dossier. Vous avez vu que, et l'année dernière, on avait remis des prix d'ailleurs dans cette catégorie, c'était très sympa. Et c'est très valorisant pour ces entreprises, elles peuvent se faire valoir, et c'est porteur pour eux de recevoir un grand prix national de l'ingénierie. L'appel est lancé, je suis sûr qu'il sera entendu. Et le jury est disponible, hein, et le jury est évidemment senti très motivé. Pendant le cocktail pour toute discussion. On passe au PIF, qui ne sont jamais remis au hasard. Oui, alors c'est pas des enfants quand même, c'est des jeunes. Ce sont des jeunes, mais là, ils ont le cœur qui bat en ce moment. Ces étudiants, généralement, à qui vont être remis, pour certains, les prix de l'ingénierie du futur. Un petit mot, c'est important d'encourager les jeunes pousses, bien entendu. Oui, on fait ça depuis des années, je ne sais pas si c'est 2006, mais ce n'est pas grave. Chaque année, on se pose la question, quel est le thème qu'on va présenter, qu'on va proposer. Il faut qu'il y ait un thème de recherche, ce n'est pas pour essayer d'orienter un petit peu les spins, que tout le monde réfléchisse dans la même direction et qu'on puisse ensuite trier les candidatures avec des choses qui peuvent être à peu près comparables. Donc cette année, le thème, alors on pourrait dire qu'il était inspiré par l'actualité récente, mais d'abord réinventer le monde, je trouvais ça c'est bien, c'est à la hauteur des ambitions de l'ingénierie française. Réinventer le monde pour un monde en bonne santé, pour un avenir en bonne santé, ça c'est une des missions de l'ingénierie aussi. Le but, c'était pas de trouver juste un masque anti-Covid, mais ça peut faire partie des résultats. Et je ne sais pas s'il y a eu un candidat qui l'a fait. Mais globalement, notre rôle, à la fin, il ne faut pas l'oublier, même ces beaux bâtiments, ces belles infrastructures, c'est pour des vrais gens, des gens de tous les jours, nos familles, nos amis, nos proches, qui auront besoin de ces infrastructures. Et de la même façon, on a besoin de travailler pour les aider à avoir une meilleure santé. Et ça passe par une meilleure ventilation, un meilleur chauffage, une meilleure hygiène et parfois même une meilleure aide à la vie. Et je trouve qu'il y a eu de très bonnes idées, puisqu'à partir de ce thème un petit peu vaste, les jeunes ont pas mal gambergé. Et on va voir 6 projets qui ont été retenus, effectivement, sur cet avenir en bonne santé. Il y en a beaucoup qui sont liés au Covid. Donc il y a 6 étudiants dans cette salle dont le cœur est en train de battre la chamade. Ils vont venir en 2 vagues, en quelque sorte, pardon d'utiliser ce terme. La première vague, d'ailleurs, sera ceux qui ont travaillé sur des solutions, vous allez le voir, des solutions très intelligentes, moi, qui m'ont
bluffé quand j'ai lu ces projets contre le Covid. Je vous demande évidemment de les acclamer. Je vais donner le nom du projet, mais je donnerai le nom des étudiants une fois qu'ils sont sur scène. Les 3 premiers projets sont Caterpole, Ventilation anti-Covid et Orphée. Venez sur scène. Alors, chacun prend son micro qui, naturellement, a été désinfecté dans l'intervalle. Venez sur scène, Athénaïs, n'ayez pas peur. Ruben et Ahmed, mais pas du tout. Alors, en fait, vous avez inversé dans l'intervalle. Alors, je commence par Caterpole. Pour le coup, on vient de voir la gare Saint-Michel. Et là, c'est un truc absolument génial pour les transports en commun qui va permettre d'éviter ce que tout le monde dans cette salle a connu, la crainte d'avoir à un moment des bactéries, des microbes, que sais-je, des virus qui se déposent sur nos mains. Bonjour à tous. Il y a 3 mois, j'étais à Paris avec mes amis et nous étions dans un métro. Et on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui touchent les poteaux dans le métro. Et donc, on avait cette inquiétude un peu, et on avait peur qu'avec la situation de Covid, le virus va se propager plus rapidement. Et donc, en tant qu'élève ingénieur, on avait pensé à une solution pour nettoyer et désinfecter les pôles dans les métros, par exemple, automatiquement. Donc, nous avons pensé à une solution qui est un système qui peut nettoyer automatiquement. Et ce mécanisme est vraiment unique parce que son mouvement est inspiré par le mouvement d'une chenille. Il s'agit donc d'un robot chenille qui va nettoyer les poteaux dans les transports en commun. D'où vient le mot Caterpole, qui est un jeu de mots des mots anglais. Caterpillar veut dire chenille et les pôles qui signifient les poteaux dans les transports en commun. Tout le monde connaît le mot pole, effectivement, puisqu'on parle pas mal de pole dance de temps en temps. Alors, c'est génial parce que ce système remonte, redescend. Ça permet d'avoir du public dans le métro ou dans le train sans aucun problème en même temps. Hein. C'est ça? Oui, pardon. Ouais, c'est ça. Très bien. Bon, bravo. En tout cas, système extrêmement ingénieux. Ventilation anti-Covid. Décidément, nous allons être débarrassés de ce virus uniquement grâce à vous 3 sur scène. Comment ça se passe, cette ventilation anti-Covid? On a tellement parlé des climatisations pendant un moment. Il est vrai que la qualité de l'air dans les bâtiments publics est un enjeu qui questionne de plus en plus depuis l'apparition du virus, car la transmission de ce virus se fait principalement par voie aérienne. Les bâtiments publics possèdent actuellement des systèmes de ventilation inefficaces face au virus et utilisent souvent des filtres inadaptés. Nous avons donc eu l'idée d'équiper des ventilations avec un système de rayonnement ultraviolet. L'air passe donc dans une portion de la ventilation faisant office de chambre d'irradiation. Alors de quelle technologie s'agit-il ? Le rayonnement ultraviolet est capable en fait de casser l'ADN et de désactiver de nombreux virus présents en suspension dans l'air. Notre dispositif se met en place en s'intégrant au système de ventilation déjà existant. L'utilisation de rayons UVC rend ce système énergétiquement et écologiquement avantageux en comparaison avec les filtres utilisés aujourd'hui dans les ventilations. Et on se demande comment on n'y avait pas pensé avant. Dans le fond, ce sont de simples lampes à UV dans les systèmes de ventilation qui vont tuer les microbes, les virus, etc. C'est ça. Bravo, quand c'est aussi simple, c'est forcément génial. Merci pour ce 2e projet. Athénaïs, avec vous, on passe au 3e projet, alors un peu plus mystérieux dans le nom. C'est ça. Orphée, de quoi s'agit-il? Moins sexy que la pole dance. Oh, c'est très sexy, au contraire. Regardez la photo derrière. Déjà, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Athénaïs Oslati, je suis la fondatrice du projet Orphée. Et Orphée, c'est un casque audio qui adapte la musique aux émotions de l'utilisateur, puisque nous, on répond à une problématique pressante et croissante, qui est la santé mentale. Donc pour cela, avec mes équipes, il y a des chercheurs, des docteurs, des ingénieurs, des designers, des développeurs, on s'est basé sur une technologie qui relate plus de 30 ans de recherche et de développement en intelligence artificielle et en neurosciences pour créer ce produit-là. Et ce produit-là se décompose en 2 parties.
Donc au niveau du casque, on a développé ce qu'on appelle un électroencéphalogramme. C'est cet outil qui permet de mesurer l'activité cérébrale d'un individu, que l'on vient directement intégrer dans un casque audio du quotidien. Et à côté, il y a une application qui vous permet de comprendre et de mieux appréhender vos émotions en fonction de la musique que vous écoutez, puisque nos algorithmes vous proposent des playlists afin de passer d'un état émotionnel à un autre, par exemple d'un état de stress, un état de relaxation ou encore de concentration. Donc on prend en considération vos goûts musicaux, vos tendances et votre activité cérébrale afin de vous proposer un univers propice à la gestion de vos émotions. Donc nous, on est plus sur le traitement post-Covid. Alors, c'est ça, oui, mais pour le coup, la santé mentale est aujourd'hui un sujet effectivement dont on parle énormément. Je vais le résumer à ma façon. Je porte ce casque, un électroencéphalogramme permet de savoir à peu près dans quel état émotionnel je me trouve. J'ai un coup de blues ou pire, je suis un peu en dépression. Ça va aiguiller vers une playlist qui, en principe, va me faire du bien, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Alors, effectivement, nous, on n'est pas dans du curatif, on est dans du préventif pour rendre accessible ce type de technologie, donc qui est issu du laboratoire et médical au grand public. Merci infiniment, Athénaïs. Merci infiniment à tous les trois. Je vous laisse regagner votre place. Avec vous, il n'y aura pas de 5e vague, ça on l'a bien compris. Et s'il y en a une, de toute façon, nous n'aurons pas de problème de dépression derrière. Les 3 étudiants qui vont monter sur scène portent des projets qui sont, pour le coup, liés à la santé publique en général. Mais vous allez voir que certains sont des projets extrêmement importants aussi, notamment liés à la pollution de l'air. On est en épisode de particules fines sur Paris. Ça tombe finalement très bien. Je vous demande d'accueillir, sous vos applaudissements, les projets Sénétech, Monsigne et Hopper. Voilà, il faut faire le tour de la scène. C'est un protocole un peu particulier, mais voilà. Alors, merci infiniment d'être là. Je vous vois sourire, Diana. C'est vous qui allez prendre la parole en premier pour ce projet Sénétech. Alors, pour le coup, ça n'est pas contenu dans le nom, mais on le voit un petit peu à travers la bizarre machine qui est derrière. Racontez-nous Sénétech. Oui, merci beaucoup pour l'introduction. Bonjour à tous. Nous sommes une équipe de 4 Colombiens. On est tous à la EVP, à l'université EIA en Colombie. Et pour nous, c'est un plaisir d'être ici avant vous. Et notre projet, on a commencé à visionner, à donner une solution pour une problématique très intéressante, que c'est la pollution atmosphérique. 9 personnes sur 10 respirent un air qui dépasse les limites imposées pour l'OMS. En plus encore, 7 millions de personnes meurent chaque année à cause de cette problématique. Et notre solution, c'est innovante au mesure qu'on utilise les propriétés biologiques des microalgues pour purifier l'air. Et les microalgues ne sont pas les choses qu'on mange dans les sushis ou des choses comme ça. Non, rien du tout. C'est un organisme qui produit les 50% d'oxygène dans notre planète. Et aussi, c'est le responsable de 50% de la fixation de carbone. Nettoyons l'air qu'on respire avec Sénétech. Merci. Diana, il y a une autre solution pour lutter contre la pollution. On convertit toute votre énergie et je suis sûr que ça tue toutes les particules fines instantanément. Donc, on l'a bien compris, des microalgues qui vont lutter notamment contre les particules fines. Vous l'avez rappelé, 5 millions de morts dans le monde chaque année, c'est donc un enjeu de santé publique qui est absolument colossal. Le projet Monsigne est représenté par Lydia. Alors là, on comprend qu'il s'agit de langue des signes, mais vous allez nous en dire plus. Bonjour à tous. Alors, avec 5 autres étudiants des Frais Paris, nous avons décidé de créer Monsigne. Monsigne, qu'est-ce que c'est ? C'est l'application d'apprentissage et d'entraînement à la langue des signes française. Donc, si vous voulez, l'utilisateur va non seulement pouvoir, sur notre plateforme, apprendre des signes via des vidéos qui lui sont proposées, mais également tester sa performance, son apprentissage face caméra, donc une webcam, ou la caméra de son téléphone portable, et ainsi recevoir un retour de notre application lui disant s'il a bien effectué le signe qu'il vient de faire face caméra. Donc nous, avec ce projet, ce qui nous tient à cœur, c'est de pouvoir
insérer davantage la population sourde ou malentendante. Et pour cela, nous espérons sensibiliser la population entendante à ces problématiques, leur apprendre la langue des signes française et ainsi faciliter la communication entre les sourds ou malentendants et la population entendante. Et une autre vertu, c'est que c'est beaucoup moins cher, hein, si j'ai bien compris votre projet. On sait qu'apprendre à signer dans des cours particuliers, etc., ça peut coûter très cher. Là, votre plateforme, pour le coup, sera beaucoup moins chère. Donc c'est une forme de démocratisation de la langue des signes. Effectivement, c'est une solution qui est bien plus accessible que, par exemple, les cours de formation qui existent et qui sont principalement mis en place pour les personnes sourdes ou malentendantes. Et il y a, je crois, un tiers des sourds et malentendants qui ne savent pas signer, qui sont illettrés, si je ne sais pas quel terme on peut utiliser. Donc effectivement, c'est un constat qui est assez triste. Un tiers des sourds ne savent pas signer. Et cette application pourrait aussi venir en aide aux centres de formation pour leur permettre d'avoir un apprentissage à la maison en plus des cours. Donc on souhaite longue vie à Monsigne, bien entendu. On termine par le projet Hopper que Victor a dans la main gauche, en quelque sorte. Je vous laisse le présenter. Bonjour à tous, donc je suis Victor et je vais vous parler de Hopper. Hopper, notre porteur initial de projet, c'est Jérôme. Jérôme, il est double amputé, donc de ses 2 jambes, et il est venu nous voir parce qu'il avait un besoin. Son rêve, c'était en fait de pouvoir courir avec ses enfants. Et le problème aujourd'hui des prothèses, c'est que les prothèses de sport, les lames de course, coûtent plus de 4 000 € et ne sont pas remboursées, ce qui met de côté un peu les sportifs occasionnels ou néophytes. Nous avons décidé donc pour les aider, lui et les 700 personnes par an en France qui auraient besoin de ce type de produit, nous avons créé donc Hopper qui propose une lame de course polyvalente, accessible et éco-responsable, fabriquée à partir de fibres de carbone revalorisées de l'industrie aéronautique, afin donc de proposer ce produit-là, afin d'élargir le panel de sportifs aujourd'hui, et notamment donc sur les personnes amputées, pour leur donner une accessibilité, ce qui est vraiment, aujourd'hui, on connaît de plus en plus le rôle du sport dans la santé, et pour repenser le monde en bonne santé, il faut faire du sport. Merci à vous. Et on sort à peine des Jeux paralympiques. Merci infiniment à tous les 3. Je vous laisse regagner votre place, puisque nous allons maintenant procéder à la désignation des lauréats. Je vous laisse descendre par cet escalier et rejoindre votre place. 6 projets, vous l'avez vu. Il n'y a hélas que 3 prix. Je pense que de toute façon, les 6 seront gagnants à la fin, puisque j'imagine que comme moi, vous les avez trouvés tous très pertinents, très intéressants et surtout des solutions extrêmement pratiques. Pour remettre le premier, en l'occurrence le prix du public, je vous demande d'applaudir Martine Joroyon, qui est, vous le savez, la pilote du Conseil des jeunes pros. Bienvenue Martine. Bonjour. Un petit mot avant, ils sont tous formidables ces projets, non? Ouais, ça donne la pêche, non? Ah bah oui, bon, on l'a bien entendu. Tous et d'ailleurs, effectivement. Certains ont la pêche sur scène. Alors, le prix du public est un prix un petit peu particulier. Vous allez nous le dire en quelques mots et vous allez nous dire à qui revient ce prix du public. Alors, j'ai le plaisir de vous annoncer que le prix du public est décerné au projet Sénétech. Sénétech qui remonte sur scène et cette fois, vous pouvez être plusieurs. C'est Diana, bien sûr, qui revient sur scène, qui sautille de joie encore plus. Reprenez un micro, Diana. Je n'expectais pas être ici, vraiment. Wow. Merci. Alors, Martine, essayez d'en passer une avec Diana, ça va pas être facile. Hein. Alors, en fait, ça a été un véritable plébiscite. Vous avez eu 2300 votes sur le net. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un gros coup de cœur du public. Voilà. Alors moi, ce qui m'a plu, déjà, c'est votre enthousiasme, hein, parce que vous portez vraiment le projet avec conviction, avec passion. La solution, ce qui m'a plu dans la solution, c'est que c'est une solution frugale, pas chère. Ça va vous permettre de passer à l'échelle. Et puis surtout, une solution qui tire parti de ce que la nature offre.
Donc ça, je trouve ça formidable. Et en plus, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, c'est la journée nationale de la qualité de l'air. Donc recevoir ce prix aujourd'hui, c'est de très bon augure pour votre projet. Et un jour d'alerte aux particules fines sur la région parisienne. Voilà. Petite parenthèse, c'est dire à quel point ce projet sera extrêmement utile. Un petit mot, Diana, respectons la parité dont on va parler dans quelques instants, effectivement. Oui, merci. C'est un honneur d'être ici devant vous. Et on a mobilisé beaucoup de pays pour voter pour nous. Et... Tout s'explique. Tout s'explique. C'est 2300 Colombiens, c'est ça, qui ont voté pour vous. Et un grand merci pour vous. On est très contents. On est vraiment très contents. Et ça se sent, et je crois qu'on peut vous applaudir largement. Bravo, je vous laisse remettre le diplôme. Et je crois qu'au-delà du diplôme, il y a quelque chose qui fera plaisir. Les meilleures parties. Le chèque, la meilleure partie. C'est ça. Non, les reconnaissances. Ah, la reconnaissance, bien sûr. Le diplôme du prix du public et ce chèque de 2000 €. Je vous laisse vous avancer un tout petit peu par là, voilà, juste dans la lumière pour cette photo officielle. J'ai pas besoin de faire cheese, puisque vous, de toute façon, vous souriez tout le temps, donc c'est facile. Bravo infiniment à tous les deux. Je vous laisse regagner votre place. Merci infiniment, Martine, également. Alors, le prix Espoir de l'ingénierie va être remis dans un instant par celui qui a présidé le jury du PIF. Je vous demande d'accueillir Éric Bussolino. Soyez le bienvenu, je me mets à avoir une quinte de tout, c'est évidemment pas le moment pour ça. Alors, ce prix Espoir de l'ingénierie, racontez-nous un petit peu le jury, comment ça s'est passé, et puis ensuite, vous allez évidemment nous donner le nom du ou des gagnants. Bah écoutez, le jury, c'était très bien. Comme le disait précédemment, en fait, c'est une vraie cure de bonheur et de jouvence qu'on prend quand on voit ces jeunes. Vous avez vu l'énergie, et sincèrement, c'est très rafraîchissant. Nous, on les a vus pitcher avec une énergie de dingue, et sincèrement, on a vu que les projets étaient tous très intéressants. On était un jury très pluridisciplinaire, et ça, c'est quand même fort de le souligner, avec pas que des ingénieurs. Il y a des journalistes, il y avait des institutionnels, des représentants du ministère, public, privé. Donc des avis très diversifiés. Et je dois dire qu'on a passé vraiment un très bon moment. Formidable. Le prix du jury, pardon, j'ai un chat dans la gorge, peut-être lié à la pollution de l'air. Le prix du jury Espoir est donc attribué à... Alors, le prix du jury Espoir, et juste avant de le remettre, je dirais un petit mot quand même de l'ensemble des projets, sur lesquels on a trouvé un dénominateur commun assez intéressant, puisque la thématique, c'est la santé. Le dénominateur commun, c'est celui de la prise en compte et de la prise de conscience des vulnérabilités. Et on voit bien que les vulnérabilités sont très diverses. Et je renvoie d'ailleurs à la définition de la santé de l'OMS, puisqu'on a souvent un peu du mal à s'en rappeler, mais elle date de 1946, où elle définit la santé comme un état de bien-être complet, physique, mental et social. Et donc on voit bien l'ouverture et pas simplement l'absence de maladie. Et je dois dire que tous les projets étaient vraiment sur ces thématiques-là. Et j'en profite pour dire aussi, puisque tout à l'heure on a eu d'autres professions, que c'est aussi le thème de la Biennale d'architecture. Donc vous voyez que l'ensemble des métiers, pas que l'ingénierie, s'intéressent au domaine de la santé. Et c'est quelque chose de très stimulant. Alors le prix Espoir a été remis à l'unanimité du jury au projet Centec. Eh ben voilà, vous en vouliez encore. Revenez sur scène. Diana et son compère qui reviennent. Et alors là, on est au sommet absolu de la joie. Évidemment, vous l'aurez compris, il y a un prix du public d'un côté avec beaucoup de votes, et puis il y a le prix du jury. Donc ça n'est pas un fait exprès, mais toujours est-il que vous avez doublement remporté. Et Diana n'en revient pas, bien sûr. Doublement remporté. Une petite réaction, puisque cette fois-ci, encore une fois, ce ne sont pas des votes du public, mais c'est un jury de professionnels. Waouh. Merci beaucoup. On est très, très contents d'être ici. Merci à toutes les personnes qui ont voté pour nous, surtout notre famille, parce qu'on avait dit on veut changer de vote. Dans votre famille, il n'y avait pas de membres du jury, hein, rassurez-moi, parce que sinon, je pense qu'on aurait un petit problème de déontologie. Donc, votre famille, c'était avant, mais là, c'est un jury. Hein. Non,
vraiment, je ne crois pas ça. Et montez le micro, Diana, vous avez une voix qui porte, mais malgré tout... Non, montez le micro, pardon. Montez. Merci beaucoup. Merci le jury pour avoir la confiance dans notre projet. On espère que vous êtes très fiers de nous dans le futur et on espère améliorer la qualité des personnes, diminuer cette chiffre de morts chaque année. Alors, merci, on ne croit pas à cette histoire. Merci beaucoup, c'est notre meilleur jour. Vous vous rendez compte que ce qui se passe là ce soir, pour vous, c'est aussi un accélérateur pour ce projet. C'est des gens qui, d'un seul coup, vont venir vous voir et vont sans doute vous aider à le transformer plus rapidement. Oui, merci beaucoup. Et je vais laisser la parole à mes collègues. Ben, bien sûr. Oui, oui, waouh, aussi comme Diana. C'est un coup de force pour nous et nous motive énormément pour continuer par la suite de notre projet. Et cela nous fait plaisir, on est très fiers, on est très très fiers. Et je vous remercie beaucoup. Et merci aussi pour qu'on ne parle pas très bien le français, mais vous avez compris. Merci beaucoup. On comprend tout à travers vos gestes, hein, de toute façon. Eric, un petit mot peut-être sur ce projet, Oui, parce qu'il est... un petit mot, alors ça a déjà été dit. Alors juste quand même pour la petite histoire, pour que vous le sachiez, ils ont pitché ce matin à 10h. Et on était en duplex avec 2 Colombiens, il était 3h du mat là-bas. Donc quand même, ils étaient levés pour pitcher, pour répondre à nos questions. Donc voilà, un grand bravo et source de motivation extrême. Sur le projet en lui-même, ben non, il y avait pas mal de choses qui ont été dites. C'est vrai que ça coche beaucoup de cases. Il y a une dimension technologique, il y a une dimension que vous n'avez pas vue parce que vous n'avez pas vu les pitchs, mais il y a une expérimentation qui a été réalisée avec des essais, des courbes. Enfin, on sent une dimension d'ingénierie assez forte. Il y a aussi l'idée d'aller chercher au travers de la biologie des solutions pour purifier l'air. Donc c'est vraiment un projet, et je rappelle que c'est le prix Espoir, hein. Donc en fait ils sont en première ou deuxième année, donc c'est le début, et donc un niveau de maturité quand même qui est assez impressionnant, en tout cas qui nous a tous impressionnés par rapport à leur trajectoire. Donc un grand bravo. Merci beaucoup. Je vous laisse remettre le prix, vous ne le voyez pas, mais Diana est en larmes maintenant. Il y a, je pense, beaucoup d'émotions qui arrivent. À la fois le diplôme, et puis à nouveau un chèque. Hein. Oh, les meilleures parties à tout fois. Oh, wow. Merci beaucoup. Voilà, un immense bravo à tous les deux. Je vous laisse regagner votre place. Vous aussi, Eric. Et c'est Pierre Verza qui va revenir sur ce plateau pour remettre le dernier prix, le prix talent de l'ingénierie. Alors, vous pouvez venir au pupitre, Pierre, de toute façon. En quelques mots, c'est prix talent de l'ingénierie. Alors, d'abord, j'étais pas au jury, donc c'est plus compliqué, mais il faut bien partager la remise des prix. Alors, le prix talent, par rapport au prix espoir, normalement, s'adresse à des élèves qui sont plutôt en 3e année. Donc on essaye d'avoir plusieurs catégories pour justement encourager tous les types d'ingénieurs entre les débuts et la fin. Et donc je crois que le jury a aussi pas mal hésité avant de se concentrer sur un gagnant qui répond à une préoccupation qui correspond à la définition de l'OMS citée tout à l'heure par Eric. Et le gagnant, je ne vais pas le faire marder plus longtemps, c'est Hopper. Hopper qui gagne le prix talent de l'ingénierie. Et Victor va monter sur scène. Victor qui a laissé du coup la prothèse, tout à sa joie. Et vous êtes tout seul en plus. Vos petits camarades ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus, ils sont aux 4 coins de la France actuellement, mais ils sont là avec moi. Hein. On est une équipe de 8 en tout finalement, dont 6 élèves ingénieurs. Et donc voilà, ils ne sont pas présents aujourd'hui, je les excuse. Mais... D'accord, ils sont tout excusés. Petite réaction à ce prix, est-ce que vous pensez que ça va pouvoir être un accélérateur pour ce magnifique projet aussi, qui consiste aussi à démocratiser les prothèses pour les gens qui ont perdu un membre inférieur?
Tout à fait, vraiment, c'est ça, c'est cette idée de démocratiser à tous en fait une pratique qui aujourd'hui est accessible pour des sportifs qui ont un très bon niveau, mais pour des personnes aujourd'hui qui souhaiteraient juste se remettre un petit peu à la mobilité, c'est compliqué et c'est un peu l'objet donc de ce projet de rendre cette accessibilité générale. Et oui, ce concours, vraiment, il y a cette idée d'avoir ça en forme de tremplin en fait pour ce lancement et c'est vraiment, et je vous remercie du coup pour l'organisation de ce concours et pour ce prix. Merci beaucoup en tout cas. Et on souhaite longue vie à Hopper. Merci beaucoup Victor, je pense qu'on peut vous applaudir. Je vous laisse remettre évidemment le diplôme et le chèque qui sera peut-être précieux d'ailleurs pour continuer de le mener à terme. Alors j'ai des bons remettre le prix. Oui. Et on va vous donner un micro, Pierre, parce qu'il va vous falloir à nouveau un micro qu'on va aller chercher puisque vous ne pouvez pas rester près du pupitre tout le temps avec... Voilà. Non, ça marche, ça va. Oui, c'est voilà. bon. Non, Hugo n'est pas là, c'est Victor qui est là. Victor a commencé à le dire, ce qui a touché le jury, c'est le côté très simple et très utile. C'est-à-dire que c'est ça l'ingénierie aussi. C'est pas, on aurait pu dire, oui, on a eu les Jeux paralympiques, on a essayé de trouver une lame encore plus puissante, un machin, c'est plus compliqué. Ils se sont dit, non, on connaît des gens, on a des amis à côté de nous, ils ont besoin de cette prothèse, comment peut-on faire? Et ensuite, il y a un côté très intelligent, très durable, qui est de réutiliser. Parce qu'effectivement, j'ai travaillé dans l'industrie aérospatiale. Qu'est-ce qu'on peut jeter comme copeaux et comme morceaux de carbone? Et pourtant, c'est compliqué, c'est cher à fabriquer. Donc, pouvoir les recycler comme ça, c'est quand même assez malin. Et avoir inventé... Alors après, il va falloir l'industrialiser, trouver comment on peut se mettre à la sortie de l'usine Airbus pour récupérer automatiquement les morceaux de tronçons. Mais l'idée de réutiliser des tronçons, enfin des pièces de carbone existantes pour pouvoir faire quelque chose de pas cher, de simple, c'est un peu l'œuvre de Christophe Colomb, quoi. Mais c'est ça l'ingénierie. Bravo, vous êtes bien parti. Merci Victor. Merci, bravo Victor. Vous êtes du coup tout seul sur le devant de la scène. Je vais vous débarrasser de votre micro parce que vous avez beaucoup de choses à porter. Et c'est la photo, la dernière photo du prix ce soir. Mais on voit que Victor est heureux et radieux et on le comprend évidemment. Merci, bravo. Petite conclusion, Pierre, pendant que nos amis... des équipes qui s'affairent, ils sont très nombreux et ils sont de très grande qualité, vont changer la configuration de cette scène pour finir sur ces pifs, comme on dit. Alors moi, je suis frappé par le niveau de technicité et d'innovation qu'il y a dans ces prix. Et on a eu, il y a quelques années, des projets qui étaient un petit peu plus basiques parfois, avec des idées qu'on avait du mal à industrialiser. Là, on sent des choses très précises, très pointues, très, très fines, tout en étant simple à mettre en œuvre. Enfin, simple à mettre en œuvre, on verra comment on arrive avec les microalgues, mais je crois que c'est bien parti. De toute façon, ils ont tellement d'enthousiasme qu'ils vont lever des fonds, même si ça ne marche pas. Donc ça, c'est remarquable. Mais ça va marcher. Et ça va marcher en plus. Mais chacun des projets présentés correspond à quelque chose qui est vraiment utile, faisable, qui a du sens. Et ça, je trouve que de ce point de vue-là, les prix ont progressé avec le temps. Et ça prouve que nos écoles d'ingénieurs continuent d'attirer et de former des talents qui viennent de tous les pays, on l'a vu. C'est aussi une spécificité de l'ingénierie française, c'est de former des talents et de faire rayonner un petit peu ce savoir-faire de l'ingénieur français dans le monde. Il faut garder ça également. Et c'est bien qu'ils aient été là pour témoigner qu'ils ne sont pas juste consommateurs de cours d'école d'ingénieurs, mais ils s'impliquent, ils s'intègrent et ils ont des idées à proposer pour l'industrie française. Et on peut rendre un hommage aux autres projets parce qu'ils sont tous assez géniaux. Oui, la ventilation anti-Covid. Oui, c'était tous très malins. Moi, j'aime beaucoup le Caterpillar Paul parce que... Transport urbain m'intéresse, mais c'est le Caterpillar. On va voir comment on peut essayer de les aider à se brancher sur la RATP ou Keolis sur le sujet, mais très simple et on l'imagine implanté facilement. Alors, il ne faut pas quand même que les jeunes jouent avec pendant la journée. Il faudra peut-être régler ça. Enfin, ça peut être aussi une distraction. Donc, je pense que tous ces projets ont du sens. J'ai beaucoup aimé aussi le casque audio. Ouais. Le casque audio, je pense aux autistes qui ont vraiment des sujets très importants de concentration et qui ont besoin de s'adapter à l'environnement sonore et ça pourrait être utile même en entreprise. Pas forcément en casque fermé d'ailleurs, mais en espèce de régulation de l'humeur quand on sent qu'on commence à avoir trop de bruit autour de soi, comme c'est la mode du flex office, de l'open space, etc. Avoir ce genre de dispositif pour maintenir son humeur, c'est pas idiot du tout. Et vous avez remarqué que dans les équipes, il y avait pas mal de jeunes femmes. Oui, alors ça
c'est impressionnant parce que voilà. les fois précédentes, on voyait arriver 5 garçons, on avait l'impression que c'est eux qui avaient inventé le truc, et puis ils tiraient une fille. Parfois, c'était ça. Là, c'était vraiment équilibré. On n'a pas forcé les filles à parler, et donc on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Alors, c'est pas tout à fait représentatif parce qu'on n'est toujours pas à 50-50 dans les écoles d'ingénieurs, on va en reparler. Mais c'est bien, c'est qu'au niveau de ces prix, on ait été à 50-50 et ça, c'était pas obligatoire, il n'y avait pas de quota, il n'y avait pas de points en plus parce qu'on avait des filles et ça vient naturellement, c'est très bien.